Émission du jeudi soir, bonsoir, au menu. Au menu, il est là. On va passer sur le grill. Grégory, qui va nous raconter son épopée du Tour Auto qui démarre la semaine prochaine. En alpha. Jean n'est pas là, mais il sera là en fait dans la vidéo aussi pour les chiffres du mois, les chiffres du trimestre. Ils sont en ce moment, particuliers. c'était pas la fête les mois pas la d'avant. fête au village. C'est toujours pas la fête. Plein d'autres petites actualités. On s'abonne, bonne vidéo. Et à tout de suite. Tout va bien au pays du soleil. Tout le monde se gave sous les billets. C'est trop, c'est trop. Ça vend des voitures en France pleine balle. Il n'y a pas de les droits de douane tombent. Non, puis depuis la fin des taxes, leur marché est reparti complètement. Tout va bien. Alors, dis-nous à quelle mauvaise sauce on est mangé. Alors, au mois de mars, attention, asseyez-vous, il s'est vendu 153 842 voitures. Ok. Donc, c'est une baisse de 15% par rapport à l'année dernière, à la même période. Et si on regarde l'ensemble du trimestre, le marché est en baisse de 7,8%. Sachant qu'on ne compare pas non plus à une période qui était particulièrement, on compare pas à une période qui était particulièrement faste. Donc c'est une baisse par rapport à une année de référence qui était déjà mauvaise. Les prises de commande sont toujours mauvaises. Hein. Et par rapport à l'année dernière, il n'y a plus le leasing social qui portait un peu l'électrique. Et par rapport au mois dernier, il y avait des effets d'aubaine en février, notamment sur la première quinzaine avec la fin des bonus. Et donc là, en fait, il n'y a plus entre guillemets, ces ventes un peu anticipées ou ces ventes tactique ou pour finalement pour profiter des bonus. Donc là, sur un marché sans aide, finalement, on voit que le marché est en baisse. Si on regarde du côté des énergies, les voitures qu'on branche, donc électriques et PHEV, c'est 24% du marché, donc 19% d'électrique et 5% de PHEV. Okay. PHEV en baisse hein, depuis que ces voitures sont soumises au malus au poids. Alors il y a une forte baisse du véhicule électrique chez les particuliers. Alors il était haut le mois dernier avec les bonus et l'année dernière avec le leasing social, mais c'est quand même en baisse chez les particuliers. En revanche, c'est en hausse chez les pros, parce que c'est 23% du marché chez les pros, et ça va sans doute s'accentuer, parce que comme il y a eu une réforme de l'avantage en nature pour les pros qui pénalisent beaucoup les thermiques et qui donc tu as été très pédagogue lors des précédentes et donc émissions. en fait c'est pas que ça avantage les véhicules électriques, mais que ça pénalise tellement les thermiques que finalement les électriques, comme ils ne sont pas pénalisés, en tout cas ceux qui sont éco-scoris sont avantagés. Donc cette tendance là de la hausse de l'électrique dans les flottes devrait s'accentuer. Ce qui est plutôt bien, parce que pour si le but c'est que les gens passent à l'électrique, oui, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, c'est un peu le but de la réglementation. On voyait l'année dernière quand on suit les chiffres, les particuliers bizarrement jouaient plutôt pas mal le jeu, et ceux qui jouaient pas le jeu, c'est les entreprises, oui, en fait, qui représentent 50% des immatriculations. Il y a encore le droit au bonus. Après, il y a deux manières d'envisager les choses. Soit tu te dis je veux encourager l'énergie que je veux pousser, ce qui était le cas avec les bonus, soit tu dis je veux pénaliser l'autre. Et donc là, le parti qui est pris par les autorités, c'est clairement de pénaliser les thermiques. Voilà, pour que finalement l'électrique reste compétitif. Tu sais qui s'en sort bien en termes de vente sur les voitures électriques? Alors il y a Renault qui s'en sort bien, parce R5. que la R5 qui est 10e du marché, le Scénic marche pas mal. La Citroën C3, la IC3 de l'année. Ouais, la IC3 fonctionne bien. Après, si on regarde en termes d'énergie globalement sur le marché, c'est les mêmes tendances avec l'année dernière. L'essence baisse de 10 points, parce qu'on est à 23,9, là on était à 33. Alors c'est une baisse en trompe-l'œil parce qu'en fait on ne vend plus des essences mais des hybrides non rechargeables. Mais en tout cas si on regarde juste l'essence, ça baisse de 10 points. Ouais. Le diesel est à 4,4 contre 7,5, donc ça continue sa baisse. Les hybrides non rechargeables, donc finalement celles qui remplacent les essences et les diesels, sont à 45, là où elles étaient à 28%. Et si on regarde finalement, pour moi le vrai point de comparaison, c'est les voitures qu'on doit brancher par rapport aux voitures qu'on ne doit pas brancher. Et en fait, les voitures qu'on ne branche pas, donc les thermiques et les hybrides non rechargeables, c'est 77% du marché, alors que c'était 73% l'année dernière. Donc il y a une vraie tendance de fond aujourd'hui vers les véhicules encore thermiques, mais qu'on ne branche pas. Le CO2 moyen est à 92 grammes, il était à 90 grammes en mars, donc ça continue sur des bases qui sont faibles. Et le top 5 des voitures, ça ne bouge pas, c'est Clio 208, Sandero, 2008 et C3. Donc on est toujours un marché quand même globalement de petites voitures en France. Et, la 2008 elle se vend bien. Ouais, ça se vend bien. C'est un format qui fait vachement en fait. C'est un SUV qui n'est pas trop gros, c'est un peu plus familial qu'une 208. C'est pas très cher donc c'est pas trop pénalisé par les taxes. Ça existe en essence et en électrique, donc ça coche quand même pas mal de cases. Et tant mieux pour Peugeot et Stellantis qui ont besoin quand même d'un peu de réjouissance. Ouais, on va en parler parce que là on a le classement des constructeurs. Voilà. Peugeot c'est les moins pires, tu vas voir au troisième trimestre sur Stellantis, c'est ceux qui... Vas-y. Donc là il faut bien se dire qu'on est sur un marché qui est à moins 7,8% sur le trimestre, hein, donc il faut prendre ça en considération quand on regarde les chiffres. Donc les constructeurs qui s'en sortent bien, c'est Volkswagen groupe Volkswagen à plus 9%. Donc Volkswagen, on va pas se mentir, ils ont aussi
en ce moment une politique commerciale très agressive. Ils bossent, Donc, ils bossent, ouais. ouais, ils bossent, ils font de la remise. Donc ça, c'est clairement. Commercialement, moi, c'est ceux qui me paraissent, avec BMW, c'est ceux qui me paraissent les plus pushy et les plus à l'animation commerciale la plus forte. Après, Mais en parlant de BM sur le T3, le BM a baissé, BM a ouais. baissé. Ouais, mais tu vas voir Mercedes, moi j'ai les chiffres aussi, c'est encore pire. Renault, plus 4%, donc plus 4 dans un marché à moins 8. Hein, donc là, pour le coup, c'est très bien. Et Renault, c'est pratiquement autant que Stellantis au global, donc ça marche Non, bien. mais c'est fou, autant que toutes les marques Stellantis réunies, enfin, il y a quoi, 10 000 unités d'écart, je crois. Enfin, Alors, je ne sais pas les chiffres ici, en tout cas, ça se voit pas grand-chose. En revanche, les marques qui sont en gros dans le trend du marché, donc dont la part de marché va rester à peu près stable, c'est Nissan qui en baisse que de 3% dans un marché à moins 8. Toyota, enfin groupe Toyota moins 6, avec Toyota qui baisse un peu, Lexus qui monte un peu, donc au global c'est moins 6. Après Toyota, ils sont toujours très bons sur les hybrides non rechargeables, donc ça marche bien. Et après dans ceux qui sont en baisse, donc BM moins 12, alors BM ils partaient de haut, ils ont une gamme qui plaît beaucoup. Mais voilà, malgré tout, ils sont en baisse. Et ce qu'ils me disaient l'année dernière, c'est que ça fait une bonne année, parce qu'ils avaient aussi vécu sur les prises de commandes qu'ils avaient fait précédemment. Donc ils avaient finalement ils ont épuisé un peu le réservoir des prises de commandes. Stellantis moins 13%, donc c'est pas catastrophique, mais c'est quand même en baisse plus fort que le marché. Mais sur BM, c'est moins 12, mais si tu compares à Mercedes qui est à moins 43, moins 43, moins 43. Finalement, tu te dis que si tu compares à ton concurrent direct, tu surperformes, mine de rien. Après, si tu regardes dans le haut de gamme, BM moins 12, Daimler moins 43, Porsche moins 47, Volvo moins 60, JLA moins 90%. Après, JLR, ces marques-là, ils ont vendu au T1 moins de voitures que Ferrari. Pourtant, le range se vendait super bien. Non, il y a une raison qui est simple, c'est qu'en fait, tous les modèles GLR, aujourd'hui, c'est à 99% des hybrides rechargeables. Et en fait, ces voitures-là, elles sont pénalisées par le malus au poids depuis le 1er janvier 2025. Donc en fait, ce qu'a fait Range, par exemple, c'est qu'ils ont immatriculé toutes les voitures à fin décembre. Donc immatriculées, donc officiellement, elles sont vendues. Et en fait, ils ont vendu au cours du premier trimestre des voitures qui ont été immatriculées en 2024. Donc qui apparaissaient déjà dans les chiffres de vente 2024. Donc finalement, c'est en Parce que le Range me paraissait être un... Alors Jaguar, ça c'est... voilà, on va pas refaire... Tout le monde aurait tombé dessus. Ils n'ont pas besoin qu'on les équipe à nouveau. Mais Range, ça se vendait super bien. Mais si tu regardes en fait les X5, les GLC, les Cayenne, les XC60, XC90, tout ça, c'est des voitures qu'on a massivement immatriculées à fin 2024. Y compris celles qui n'avaient pas officiellement de clients. Donc là, on parle des immatriculations. Donc finalement, ces voitures-là étaient fin 2024 immatriculées, donc théoriquement vendues. Et en fait, les concessionnaires ont vendu au premier trimestre 2025 toutes ces voitures-là. Donc c'est pour ça que Volvo est en forte baisse, Porsche moins 47%, c'est la même raison. Daimler moins 43%, chez Mercedes, le GLC, c'est quand même une grosse vente. Tous les GLC qui ont été attribués à des clients au premier trimestre 2025, ils étaient en fait immatriculés en 2024. Donc ça explique une grosse partie des baisses. Tesla moins 41%. Donc Tesla, la raison forte, c'est que le modèle Y est vieillissant et que le nouveau apparaît. Le juge de paix pour Tesla sera le deuxième trimestre. Et là, on verra vraiment si c'est la com de Musk. Est-ce que c'est effet Elon Musk finalement qui fait diminuer les ventes, ou est-ce que c'était effet modèle Y vieillissant qui faisait que ça ne vendait pas? Ça n'atténue pas, partout dans le monde, c'est... Oui, il faut brûler le superchargeur, j'ai vu. Petite curiosité, est-ce que je vois tes chiffres, Volvo moins 60. Et pourtant, est-ce que tu as une explication? Parce que Volvo, l'année 2024 de Volvo, était comme ça. Pareil, Volvo, prise de commande l'année dernière. XC60, XC90, qui sont des voitures qui ont été massivement immatriculées en 2024. Donc en fait, celles qui sont vendues en 2025, en tout cas au premier trimestre, c'est des voitures qui avaient été immatriculées en 2024, donc dans les chiffres de vente vendus en 2024. Volvo, ils ont des électriques mais qui n'ont pas l'éco-score, donc qui vont être pénalisés en entreprise. Alors le X30 va sans doute l'avoir prochainement quand il sera vendu en Europe. Et celles qui sont éco-scorées, c'est leur plus petite vente. Donc voilà, en fait, les constructeurs haut de gamme, principalement, c'est des constructeurs qui vendent beaucoup de PHEV lourds, donc voitures qui ont été immatriculées en 2024, donc ils n'apparaissent pas dans les chiffres de vente 2025. Et Volvo France avait prévenu lors de son bilan 2024 en expliquant qu'ils avaient fait une formidable année, justement. Oui, c'est ça. Et que 2025 risquait d'être un peu plus complexe. Ok. Kia, Hyundai? Kia Hyundai moins 20, donc voilà, un peu baisse un peu plus que le marché. Oui, mais moi ce que j'ai vu quand tu regardes, Kia est à moins 4, Kia est à moins 35, Hyundai est à moins 4. Donc il y a une forte... Tu vois, il y en a un qui dévisse beaucoup plus que l'autre. Alors clairement, eux, les deux en termes de produits, c'est quand même très proche. Ils ont des gammes qui sont très comparables. Moi, ce que je vois au niveau des entreprises, c'est que Hyundai a une politique commerciale plus agressive que Kia en ce début d'année. C'est peut-être ce qui explique l'écart. En tout cas, en termes de produits et on va dire d'adéquation de l'offre par rapport à la demande, c'est deux constructeurs qui sont très proches. Sur un petit focus Stellantis pour vous donner marque par marque. Donc Stellantis, Citroën, la baisse, pourquoi je te disais Peugeot qui est à moins 4 dans un marché à moins 8 sur le premier trimestre. Donc Peugeot surperforme.
Opel, moins 37, DS, moins 38, Fiat, moins 55. Un petit mot pour Alfa aussi. Vous savez, on avait essayé l'Alfa Romeo Junior. Alfa, plus 74%. Et en fait, mine de rien, tout le monde disait l'Alfa Romeo Junior, c'est pas tout à fait une Alfa comme on l'a. Ouais, ok, mais la Julien, tout le monde l'adorait, personne n'achète. Et quand ils sortent, comme par hasard, un truc dans le petit SUV que tout le monde veut, c'est pas mon goût forcément à moi, comme par hasard, les ventes repartent. Elle est d'ores et déjà l'Alfa Romeo la plus vendue. Quoi qu'il arrive. Donc c'est et 30 000 prises de commande, ils en attendaient 27 000. Elle surperforme les pronostics chez Alfa Monde. Donc c'est quand même heureusement qu'elle est là. Si elle n'était pas là, est-ce que des petites choses amusantes ou pas? Vas-y, on t'écoute. Imagine, on lui dit non. non, ça m'intéresse pas. Eh ben non, c'est pas grave, on va passer à l'invité immédiatement. Non, juste un mot. Option auto, les frères Lardenois, qu'on aime beaucoup. Qu'on embrasse. Non, voilà, le nouveau magazine vient de sortir. C'est de toute beauté, c'est un magazine de qualité, il se donne vraiment du mal, il travaille, il bosse. Et il y a énormément de très belles automobiles. Ouais, j'ai vu que tu avais repéré direct. Je me suis dit, ça c'est pour Vincent, il va avoir l'œil. Non mais, si vous ne devez retenir qu'un magazine, c'est celui-ci. D'accord. Voilà, dos carré, c'est verni, c'est beau et c'est un livre. Moi, à chaque fois, je l'attends avec impatience. C'est des belles images. Je suis même pas abonné avec toute la retape qu'on leur fait. Et ben on va demander à Frédéric naturellement. Mais voilà, s'il y a un magazine à retenir, c'est vraiment chouette. Puis c'est des gens chouettes. Et c'est pour ça qu'on aime beaucoup justement vous parler d'options auto. Une petite chose amusante ou pas? Moi, pas très amusant. C'est une info, c'est que le retour le leasing social va sans doute revenir au mois de septembre. Donc, le leasing social, c'est quoi? C'était le gouvernement qui, en gros, subventionnait les voitures électriques pour les ménages qui étaient les moins aisés, ou en tout cas pas les plus aisés. Ça avait fait des ventes, mais ça avait déréglé le marché. Donc, potentiellement, c'est pas une mesure qui est hyper bien accueillie par la profession, parce que finalement, ça perturbe la compréhension que les gens ont du prix des voitures électriques, parce qu'en fait, c'était... L'année dernière, c'était en gros une subvention de 13 000 € sur les voitures électriques. Donc 13 000 € sur des loyers, sur un contrat de 3 ans, en gros, ça fait 400 € de subvention par mois, ce qui est énorme. Donc là, il va revenir avec sans doute une subvention de 5 ou 6 000 € par rapport à 13 000 € l'année dernière. Donc en fait, il y a deux critiques. La première critique, c'est que ça perturbe tout le marché parce que ceux qui n'ont pas de leasing social, finalement, ne comprennent pas les prix. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques petites personnes qui avaient un peu s'étaient débrouillées pour y avoir droit, alors que finalement, c'était pas forcément pour eux que c'était fait. Ah oui, il y a eu des petites... Et l'autre sujet, c'est que c'est le coût. On est quand même dans une période où, a priori, il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc, est-ce que c'est très pertinent de subventionner ce marché-là? Je ne suis pas certain, mais bon, voilà. Donc, en tout cas, sur le principe, ce serait septembre. Oui. Et il y a encore un débat sur les modalités. Exactement. Vincent. Moi, j'avais les news du trimestre qui m'ont piqué. Donc, ce que je peux vous parler, 208 GTI. Électrique, le nouveau patron Merci d'en parler. De Peugeot, comme on a fait l'émission un peu plus tôt pour diverses raisons la semaine dernière, on n'a pas pu vous en parler. Il va ressortir une 208 électrique GTI sur base d'électrique. C'est en soi une bonne nouvelle, parce qu'en fait, on voit Renault qui arrive avec la R5 Turbo 3, des petits concepts un peu vivifiants. Attends, ce sera quand même un truc beaucoup moins exclusif. Oui, tout à fait. Mais en fait, mon point, c'est que Renault a un peu pris le lead sur les concepts, même si Cédric est très Renault, là de façon très léger. Et vous n'avez pas fini. Renault vient avec des petits concepts qui donnent les sourires en petite volumétrie, en grande volumétrie, l'R5 machin. Peugeot à côté, du coup, et paraît un peu moins fun. Et là, tu vois, c'est par ces petits modèles-là qui vont pas faire forcément une volumétrie, c'est pas eux qui vont faire le chiffre d'affaires de la société, mais tu as besoin d'entretenir la passion, d'entretenir un peu de dynamisme, et je trouve que c'est plutôt... Ça peut avoir un effet locomotive, et qui sait si à une époque justement où l'électricité rebat les cartes, le retour des GTI ne serait pas quelque chose de plus concret qu'un secteur de niche. Tu vois, il y a un pari à faire là-dessus. En tous les cas, c'est plutôt pas mal, parce que pour le coup, si on parle de Renault, mais Renault n'a pas ce pendant-là à une 208 GTI. Donc c'est plutôt bien. En plus, la 208, il faudra qu'on reprenne le volant. L'électrique. Oui, t'as raison, je dis des bêtises. Comme souvent, mais on s'en remettra. On l'écoute plus. Mais la 208 électrique à conduire est très sympa. Moi, j'étais venu sans... Oui, c'était vraiment un essai plutôt sympa. On vous a pas parlé aussi la semaine dernière, les droits de douane aux États-Unis
on va quand même avoir 25% en plus des 2,5% de droits de douane sur les voitures européennes, c'est pas rien. Et encore une fois, ceux qui vont déguster le plus, c'est les Allemands. Les Allemands, en ce moment, ils prennent très cher. Entre la Chine qui s'arrête, pour les États-Unis qui leur mettent des droits de douane, c'est effectivement compliqué. Après, il y en a qui produisent quand même localement, parce que ce soit BMW ou Mercedes, ils ont des usines, Audi, je sais pas, mais je sais que BMW notamment. Audi n'en a pas, BMW et Mercedes en a. Pour que vous vous rendiez compte, les exportations européennes aux États-Unis, c'est 25% en valeur dans l'automobile. En termes de volume, donc de nombre de voitures, pas en valeur monétaire, c'est 16%. Par exemple, il y a des marques comme Alpine qui voulaient se lancer aux États-Unis. Du coup, est-ce qu'ils vont y aller? Est-ce qu'ils vont pas rétro-pédaler? À voir. Cupra, la même chose. Et comme on disait, les Allemands, ils sont exposés. Pourquoi les Allemands surperforment les Français? Nous, les Français, on est très bons en Amérique du Sud et on est très bons en Europe, pour schématiser. Et globalement, on n'est pas très bons aux États-Unis, où on n'est même pas du tout présent, et en Chine, où on n'est pas du tout présent. Et les deux marchés qui dévissent, c'est la Chine et les États-Unis. Et comme par hasard, c'est les marchés auxquels les groupes allemands sont le plus fortement exposés, surtout les constructeurs premium. Il n'y a qu'une solution, c'est d'aller s'installer et d'installer des sites de production là-bas. Mais du coup, tu enlèves des habits-Paul pour habiller Jacques. C'est ce que font les Chinois. On enchaîne Coolchain comme on dit chez les MTM. Ouais, on enchaîne avec, juste avant notre invité. Oui. Je garde encore quelques minutes de suspense. Hyundai Instéroïde. Vous savez l'Inster qui est ce petit... qui est assez sympa. Avec ses petits yeux tout ronds, qui est un tout petit peu cher. À 25 000 €, c'est un peu cher, mais qui est mignon comme tout. 100% électrique. Eh bien, ils en ont fait une déclinaison en parlant de 208 GTI et de R5 Turbo 3E. Ils en ont fait une déclinaison incroyable qui s'appelle Instéroïde, donc l'Inster sous stéroïde. D'accord. Les images s'affichent sur votre écran. Ça a une pétillance dingue. Voilà, c'est marrant que justement l'électricité redonne de la pétillance et du génie et même de l'inspiration aux designers. Voilà. On referme la parenthèse, merci. Et on va recevoir un invité qu'on aime beaucoup. Il s'appelle Grégory Galifi. Grégory vient de remplacer Jean pour un événement. D'abord, moi, je suis content d'être là déjà. Mais voilà, non, mais attends, pardon, on digresse, mais voilà, nous, on est très contents de te recevoir. Tu vas participer au Tour Auto. Absolument. Qui démarre la semaine prochaine. Tout à fait. Et tu es en plus un fan d'Alfa Romeo. Ouais, je pense que ça se sait à force. C'est une des marques fétiches, ouais, c'est vrai. Question toute simple, avec quel Alfa tu vas courir le Tour Auto? Alors, on va le faire, on va défendre les couleurs d'Alfa France, qui nous font là, vraiment l'amitié et la fidélité, ça faut le souligner. On roule avec une Alfa Giulia, donc la berline de 1971. Ah, sympa. Ouais, jolie voiture, elle est beige cava, couleur d'origine. Très très belle auto. Moi, je crois que c'est vraiment mon Alfa la plus fétiche. Parce que ma première Alfa que je me suis achetée, j'étais encore étudiant, c'était une Giulia berline qui était de 77 et qui était couleur amarante. Bon, elle n'était pas aussi belle que celle avec laquelle on fait le Tour Auto. Non mais allez regarder, tapez Giulia amarante, fin des années 70. Ouais, c'était une 1300 Nova, ouais. Ouais, tout à fait. C'est la dernière année de production et je voulais m'acheter une super, mais elles étaient trop chères. Et j'avais pris la moins belle. Mais bon, moi je l'adorais ma caisse. Donc, Lorsque tu dis que tu aimes les Alphas, tu as eu d'innombrables 75. Hein? Ouais. Comment tu sais ça On se parle un petit peu de temps en temps. Ouais, non, ouais. Mais c'est une histoire de famille en plus. Alors, mon père a eu 17 Alfa Romeo. 17 Ouais, on est un peu taré. En fait, je pense qu'il a fait les choux gras d'Alfa France à l'époque. Parce que quand ils étaient, tu sais. Il y a monsieur Galifier qui arrive, tout le monde au garde à vous. Venez, on va lui en vendre une. Alfa France, ils étaient à Issy-les-Moulineaux. Maintenant, ça a été rasé quand on était sur le périphérique, quand on traversait la Seine, sur la droite, quand tu étais en périphérique extérieur, tu avais un grand bâtiment. Et c'était Alfa France. Aujourd'hui, je crois que c'est Microsoft. C'est très bien. Ouais. Ils étaient là. Et donc, mon père. Une station essence juste en bas, on va souvent faire le plein voilà, pour aller faire des essais. Marque française, pétrolier français. Cocorico, voilà, la France. Et du coup, il achetait neuve, tous les 1 an et demi, une voiture. Il était copain avec le directeur des ventes qui était aussi un type d'origine italienne comme lui. C'est notre époque quand même. Et c'était n'importe quoi. Donc à chaque fois il se prenait la décote dans les dents. Ouais. C'est un fou. Mais fidèle quand même. Ah ouais, très fidèle. Et si tu veux, moi j'ai grandi, j'ai évolué dans les Alphas. Et effectivement la 75 m'a marqué parce que mon père m'a appris à conduire au volant d'une 75 Turbo, j'avais 14-15 ans,
sur les routes de campagne. J'avais pas le permis, bien sûr. Ça se ferait plus aujourd'hui. C'était une autre époque. J'étais écarlate. Il y a prescription. Mais c'était des souvenirs formidables. Voilà. Et la 75, c'est une voiture que j'adore. Et effectivement, j'en ai eu. Est-ce que tu as appris à conduire à 15 ans sur une 75 turbo qui était à l'époque, c'était un monstre de puissance. Propulsion, le turbo qui partait à 3000-3500 tours. Et mon père il me disait les roues droites. Il me disait accélère, il me dit tu vas la sentir. Moi j'étais écarlate dans la voiture, j'étais on fire. Et j'en ai eu après à titre perso, 25. Non, j'en ai eu des 75, j'en ai eu 5. Ah oui, c'est énorme. C'est formidable. Tour auto, explique-nous un peu pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est, combien de temps ça dure? C'est le Tour de France automobile, ça dure une semaine. C'est aujourd'hui la plus ancienne course automobile encore en activité. La première édition, c'est 1899. Ah, c'est dingue. Plus ancien que les 24 heures. Ouais, ah oui. Ouais. 1899. Alors, il y a eu des interruptions pendant la guerre, etc. Alors, traditionnellement, c'est organisé par l'Automobile Club de Nice. Et la grande époque du Tour Auto, c'est les années 60 et les années 70. Et je suis retombé, moi j'aime bien bouquiner l'histoire, etc. Et regarder, parce que c'est bien sympa de se référer à ce genre de trucs. Mais des fois, on ne connaît pas l'histoire. Pas suffisamment l'histoire. Et en fait, les gars, je crois que c'est 53, complètement dingue. Donc, ils partaient de Nice à chaque fois. Et première étape, c'est Nice-Brest. Alors, en 53, tu n'as pas l'autoroute. Et ils faisaient ça en 3 étapes. Alors 3 étapes, pas la première. La première étape, c'est pas aux mêmes vitesses en plus. C'est Nice-Brest. J'avais regardé, en plus c'était pas en ligne droite. Ils avaient fait ça en 3 jours. Attends, non, c'est pire que ça. C'est première étape, c'est Nice-Brest, elle fait 2610 km. Comme ça pour se mettre bien. Ils roulent d'affilée 2610 bornes avec des épreuves. Et ils avaient 3 étapes qui faisaient, la première faisait 2600 bornes, la deuxième 2500 bornes. Et ils faisaient en une grosse semaine, il faisait 6000 km. Et là, tu vas faire combien? Tu sais combien de bornes tu fais? Alors nous, on se plaint. 1000. On fait à peu près 2300 km en 5 jours. Même. Non mais parce qu'en 53, les mecs se faisaient sur les 53, les voitures, c'était pas les voitures d'aujourd'hui. Alors nous, on roule avec des voitures historiques, mais on a quand même aujourd'hui des pneus... Les routes des années 50. Il y a combien d'équipages? Tu as une idée de combien d'équipages? Il y a un peu plus de 250 voitures d'inscrites. C'est formidable. Et puis on l'a jamais fait. Et sur les routes, tu as des spectateurs qui applaudissent. C'est un engouement populaire. C'est ça, c'est comme un Tour de France vélo. Alors, tu n'as pas autant de monde, mais tu as quand même beaucoup de monde. Et chaque soir, tu es dans un parc fermé dans les villes. Alors, cette année, ça va être Dijon, c'est Mulhouse, c'est Clermont, Avignon et l'arrivée est à Nice. Et c'est noir de monde. Les voitures sont des rockstars. C'est une fête phénoménale. C'est vraiment une fête populaire. Et ce qui est bien, c'est que tu as des voitures, par certaines, à plusieurs millions d'euros qui vont rouler, qui côtoient des voitures comme la nôtre, qui est une voiture tout à fait banale, entre guillemets, en voiture de collection. Une jolie banale. Jolie banale. Alors je rêverais de le faire en 250 GTO, mais on n'a pas ça dans le garage. Un jour, qui sait, je serais même un châssis court, je préfère les châssis courts. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est ça qui est dingue. Et tu as au bord des routes des grappes de gens, des clubs. Des fois, tu passes dans des endroits presque dépeuplés, et là, tu vas sortir des bagnoles de partout, anciennes. Ça m'a donné envie d'y aller. C'est hyper sympa. Tu vois, les gars, ils sortent. Table de camping, des fois, on s'arrête, ils te proposent un coup, un bout de sauciflard. C'est la France. Ça roule fort ou c'est bonne franquette? Le but, c'est que... Ça roule. Disons que faut pas pointer en retard. Donc je te les juge. Parfois, il faut rouler un peu. Ouais. Moi, j'ai des souvenirs pour avoir suivi quelques étapes. C'est extraordinaire. Mais ce qui est dingue, c'est que tu peux, moi je me rappelle... Et avec des voitures vraiment anciennes, où les mecs bombardent. Ah ouais, si tu veux, les voitures les plus récentes sont de 73. Ah oui. En gros, la fourchette, c'est 60. Je crois que c'est 53, t'as pas d'ABS. Alors, t'as des arceaux et tout ça. Tu peux rouler... Moi j'ai des souvenirs, je me rappelle un jour sur un tour auto, je sais plus dans quelle voiture moi j'étais, mais je me suis tapé la bourre sur une liaison, parce qu'en fait la journée tu as plusieurs épreuves de type rallye, en général tu en as 3 et tu as une épreuve circuit, donc tu as 4 épreuves dans la journée, mais tu fais entre 400 et 500 bornes par jour, de petites routes. Ouais, faut se les bouffer. Ouais, puis surtout sur des voitures comme ça. Ouais, faut se les bouffer, à la fin t'as pas de direction assistée, t'as pas de clim, tu vois, on s'est habitué au confort. Et à un moment je me tire la bourre avec une GT40, et le mec dès qu'il y avait un peu de ligne droite, il partait. Et moi, dès qu'il y avait un peu de sinueux, j'essayais de le recoller. J'ai un souvenir extraordinaire. C'est ça, le Tour Auto, c'est ça qui est magique. On suivra évidemment ton épopée. Est-ce que tu as des ambitions? Tu vois, est-ce que c'est une compétition? Tu te dis que tu aimerais bien figurer en tête? Non, parce que alors, déjà, tu as 2 catégories schématiquement. Tu as les compétitions et tu as les régularités. Nous, on roule en régularité parce que pour des contraintes de tournage,
Déjà, quand on est tout le temps en retard, en compétition, ce serait impossible. Donc voilà. Et après, la compétition implique que ta voiture ait des modifications, un arceau, ce genre de choses. Donc là, sur des voitures comme ça, qui sont belles d'origine, on n'a pas envie de percer les planchers et commencer à mettre un arceau cage. Mais non, l'ambition qu'on a, on en a une seule à chaque fois, c'est d'être à l'arrivée. Ça t'est arrivé de pas finir? Je suis superstitieux. Regarde comme ça. Faut pas me dire ça quelques jours de départ. Écoute, je les ai tous finis. En tout cas, on te suivra évidemment de tout cœur. Et pour tous ceux que ça intéresse, eh bien, c'est démarrage lundi 7. Ouais. Voilà, il y a un parc fermé, on peut se rendre d'ailleurs. C'est à la porte de Versailles, au Palais Expo. C'est chouette qu'il y ait encore ce genre d'initiative et qu'elle perdure. Et le soir, c'est chouette aussi qu'il y a la fête et tout. Voilà. Donc tout va bien. Et départ mardi matin, il y a toujours du monde. Hein. On part entre la fenêtre de tir, elle est entre 6h et 7h du mat. Sur Paris pour éviter les gros embouteillages. C'est matinal, mais il y a énormément de monde. C'est noir de monde et c'est vraiment très chouette. Et puis le départ, c'est le pré-départ depuis la porte de Versailles et le départ officiel, c'est du château de Vaux-le-Vicomte. Il y aura toujours beaucoup de monde et les voitures vont partir vers 9h du matin de Vaux-le-Vicomte. Si vous êtes disponible, vous avez du temps, n'hésitez pas, ça sera un beau moment. Et le long du parcours, hein, les amis, hein, surtout. Bien sûr. Et merci d'être venu nous raconter le Tour Auto. Bah écoute, avec plaisir. On est encore jeune, on a que 2 ans et demi, mais on n'avait jamais accordé d'importance. C'est vrai. Et tu vois. En plus, vous allez pouvoir suivre nos aventures parce qu'on va faire. Alors oui, il faut absolument que tu le dises. On fait des reels tous les jours sur mon Instagram, donc c'est Grégory Galifi, c'est simple. Hein. Et également, on va faire. On mettra en description. On va faire des petits films sur ma chaîne YouTube, Greg Galifi. On mettra en description aussi. Toute récente. Elle est toute récente, elle a même pas 2 mois. Voilà, et tu as des sujets formidables. Ouais, c'est gentil. Voilà. Non mais c'est vrai. Écoute, moi j'essaie de répondre aux questions qu'on m'a souvent posées. On s'est dit mais c'est super. Voilà, on m'a souvent posé, moi j'aimerais être porschiste, parce qu'ils savent que j'ai aussi un amour pour Porsche, entre autres. Qu'est-ce que vous me conseillez? Mais j'ai pas trop d'argent. Les voitures avec un fort kilométrage, est-ce qu'il faut s'en méfier? Et en fait, c'est les conseils que de temps en temps j'essayais de donner sur les réseaux en les écrivant, en répondant aux messages. Ben là, je le fais de façon un peu plus étayée et en vidéo. Donc là, c'est sur la chaîne YouTube. Allez le suivre. Ouais, foncez voir la chaîne YouTube de Grégory. Nous, évidemment, on est tout cœur avec toi la semaine prochaine. Et nous, tous les Alphys de France sont avec nous. Hein. En plus, cette semaine, en ce moment, on a eu pas mal d'Alpha. Il y avait une vidéo d'abonnés d'Alpha 147 c'est les speed de mardi. J'ai vu. Vendredi, qu'est-ce qu'on retrouve? Il y avait une 75 aussi. Vous avez fait une 75. Oui, c'est américain. Vendredi, qu'est-ce qu'on retrouve? Si Alain bosse bien, vous aurez la première fois un essai en 4K chez nous parce qu'on se met à la 4K. Donc si bosse bien, vous aurez souvent. C'est bien. À nous deux la technologie. Et peut-être qu'il y aura du son, hein, normalement le port noir et blanc. Donc vous aurez soit un essai d'Audi A5 si Alain a bien bossé pour le montage, soit une Suzuki Swift que Cédric a adoré. Je ne l'ai pas reconnu. Swift, la première Non, la dernière. Il n'a pas du tout apprécié. Il n'a pas aimé du tout. Non, t'as pas aimé? Pour la première fois. J'ai même peur de la réaction parce que moi j'aime bien les voitures. Et là, pour la première fois, je suis resté. Mais t'as quoi comme moteur? T'as essayé laquelle? Le tout petit. Le 82 chevaux, le hybride. Bon, il n'a pas aimé. A priori, vu la tête qu'il fait, il n'a pas aimé. Je parierai pas. À très vite. Le petit pouce bleu, petit commentaire et de merci soutien. pour l'invitation, les amis. Avec plaisir. Non, mais t'es le bienvenu, t'as ton rond de serviette. C'est gentil. Ciao.